Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui le très populaire Alex Kreiner, analyste des marchés, analyste des affaires internationales et ancien gestionnaire de fonds spéculatifs, pour discuter de la crise toujours plus profonde en Europe. Alors, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci pour l'invitation, Glenn. C'est toujours un plaisir de te rejoindre. J'ai quitté l'Europe. Je suis parti pendant 20 ans et je suis revenu il y a quelques années. Je dois dire que je ne reconnais plus vraiment le continent, surtout au cours des 3 dernières années. Bien sûr, une véritable crise s'est installée, sécuritaire, économique, sociale, politique. Mais une grande partie semble découler de cette guerre par procuration avec la Russie qui dure depuis une décennie. Quoi qu'il en soit, la stabilité ne cesse de fuir le continent, et le dernier cas en date semble être la France. J'ai arrêté de compter combien de premiers ministres ils ont eu. Mais ce n'est pas propre à la France. Les gouvernements à travers l'Europe ne paraissent plus très stables. Ils ne bénéficient pas du soutien populaire, et très peu de gens ont le sentiment que le continent va dans la bonne direction. Je me demandais ce que vous pensez de cette récente tournure des événements. Commençons par la France. Eh bien, je pense que nous assistons à un conflit croissant entre deux, appelons-les, approches du gouvernement des pays européens. L'une d'elles est, vous savez, cette cabale mondialiste représentée principalement par Macron, Merz et Keir Starmer. Et l'autre, ce sont les forces souverainistes qui tentent de reprendre le contrôle de leur pays, car elles n'aiment manifestement pas la direction que prennent les choses. Nous avons tant de problèmes qui s'accumulent depuis de très nombreuses années maintenant. Ce n'est pas seulement la guerre en Ukraine et l'hystérie qui a saisi les élites dirigeantes partout en Europe. Ce sont aussi les projets de politique énergétique de longue date, les politiques de neutralité carbone de l'ONU, qui éliminent nos sources d'énergie, disons fiables, pour tenter de les remplacer par des sources dites durables, comme l'énergie solaire et éolienne, tout en abandonnant l'énergie nucléaire. Cela nous a conduit à avoir parmi les prix de l'énergie les plus élevés au monde. Le résultat a été la désindustrialisation, la perte d'emplois, une croissance économique très faible, voire inexistante, et des budgets publics de plus en plus sous tension. Ensuite, nous avons le problème de l'immigration incontrôlée, qui fait partie du même programme. Nous avons cette idéologie LGBT imposée à tout le monde contre leur volonté. Nous assistons à la dégradation des infrastructures, de la santé publique, et ainsi de suite. Et vous savez, cela s'est insidieusement installé très progressivement, mais on en est arrivé au point où cela devient insupportable pour les gens ordinaires. Il est donc évident qu'ils veulent du changement. Je pense qu'en France, il est inévitable que dans un avenir très proche, Macron doive annoncer de nouvelles élections législatives. Il est presque certain que l'Assemblée nationale de Marine Le Pen remportera ces élections et sera alors en position de former un nouveau gouvernement. Je pense que c'est précisément ce que la faction de Macron essaye d'éviter à tout prix. Ce conflit approche donc. Nous ne pouvons pas dire comment il va se dérouler, car il est probable que Macron et les mondialistes feront tout leur possible pour éviter de donner à l'Assemblée nationale le droit de former un gouvernement. Et ils vont probablement jouer sale. Ils ont déjà disqualifié Marine Le Pen de la course à la présidence, ou je pense de pratiquement toute fonction politique. Mais vous savez, au final, ce sera au peuple français de décider, et il voudra placer son candidat au gouvernement. Malheureusement, la faction représentée par Macron comme figure de proue ne va pas simplement laisser cela se produire. Donc je pense que cet automne et cet hiver,
On peut probablement s'attendre à des soulèvements sociaux en France, mais pas seulement en France. Le Royaume-Uni est au bord d'une sorte d'effondrement, et l'Allemagne aussi. L'année qui nous attend s'annonce donc difficile. Eh bien, il y a un politologue, Samuel Huntington, très célèbre pour le choc des civilisations. Il a écrit un article en 2004, je suis sûr que vous l'avez lu, intitulé « Dead Souls ». Il y prédit en quelque sorte l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui, 21 ans plus tard. Il soutenait qu'il existait des élites promouvant une identité très cosmopolite et mondialiste, dans laquelle les États-Unis encourageraient les identités minoritaires sur leur propre territoire, tout en diffusant les valeurs et la culture américaine à l'étranger. En somme, plus de diversité à l'intérieur et plus de conformité à l'extérieur. Avec cette élite mondialiste, il affirmait déjà percevoir les signes d'une révolte nationaliste et populiste, et que ce serait la principale ligne de fracture à travers l'Occident dans le futur, ou dans le présent, je suppose. Et cette opposition entre mondialistes et nationalistes semble effectivement bien correspondre au discours que l'on observe dans tous ces pays, où, eh bien, on voit les dirigeants politiques. Ils défendent. Eh bien, vous voyez ces arguments en faveur de politiques économiques irresponsables. Ils peuvent avoir une immigration de masse, n'importe quelle guerre. C'est perçu comme une opportunité ou quelque chose à poursuivre, même si ça ne reflète pas la volonté populaire du public. Mais il y a un autre élément ici, à savoir la relation entre les États-Unis et l'Union européenne. Autrefois, ils avaient, pas tout à fait, mais presque, la parité en termes de puissance économique. Aujourd'hui, en relativement peu de temps, l'UBM est devenu un vassal des États-Unis. Même les Européens le reconnaissent lorsqu'ils soulignent qu'ils signent des accords commerciaux qu'ils estiment eux-mêmes désastreux pour eux. Comment expliquez-vous ce changement radical dans les relations entre les États-Unis et l'UE? Eh bien, il est vrai qu'au cours des 20 dernières années, l'Europe est passée d'une quasi-parité en termes de produit intérieur brut pour l'ensemble de l'Union européenne avec les États-Unis à une situation où nous sommes désormais très en retard, de 20 ou 30%, je crois. Je pense qu'en partie, les économies européennes sont étouffées par conception. Je ne suis pas tout à fait sûr de savoir comment l'expliquer. J'ai un certain pressentiment sombre à ce sujet, car en général, si l'on veut préparer une nation à la guerre, il faut d'abord ruiner son économie. Il faut un fort chômage, surtout chez les jeunes, car lorsque les gens sont prospères, qu'ils gagnent bien leur vie, qu'ils profitent de la vie, que l'économie croît et qu'il y a le sentiment que les choses vont dans la bonne direction, ils ne sont pas très enclins à partir en guerre. Alors que si vous détruisez une économie, vous vous retrouvez avec beaucoup de bois sec, propice aux idéologies nationalistes, qui, vous savez, finissent inévitablement par se répandre. Vous désignez un ennemi extérieur à blâmer pour tout. Pas d'emploi, des infrastructures en ruine, une économie stagnante, des gens qui peinent à joindre les deux bouts. Eh bien, vous savez, c'est entièrement la faute de l'ennemi que vous choisissez. Bien sûr, dans notre cas, ce sera toujours la Russie. Et selon Eurostat, en moyenne, 35% de tous les ménages de l'UMEOL ont du mal à joindre les deux bouts, ce qui signifie qu'ils sont tout simplement en difficulté sur le plan économique. Vous avez du mal à payer les factures. Et si vous regardez l'Europe de l'Est, les chiffres sont bien plus élevés. Dans des pays comme la Croatie, par exemple, plus des 2/3 des ménages ont du mal à joindre les deux bouts. Je soupçonne que ça fait partie du même scénario. Maintenir les gens délibérément opprimés, économiquement. Et vous savez, la raison pour laquelle je le crois, c'est que nous avons des chiffres de la Banque mondiale montrant que,
à l'approche du coup d'État en Ukraine en 2014. Et depuis l'indépendance en 1991, nous parlons d'une période d'environ 24 ans. Seuls 5 pays ont connu une croissance économique négative, et les 3 pires performances au monde ont été celles de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie. L'Ukraine a été de loin l'économie la moins performante au monde entre 1991 et 2014, avec une croissance réelle du PIB négative de moins 35%. Et vous savez, pendant toute cette période, l'Ukraine suivait à peu près les directives du FMI sur la manière de restructurer son économie. On présente toujours cela comme un moyen d'améliorer la compétitivité, d'apporter la prospérité, et ainsi de suite. Mais après 24 ans, cela s'est traduit par une croissance économique terriblement négative. Le deuxième pire pays était la Géorgie, et le troisième, la Moldavie. Et il se trouve que ces 3 nations ont toutes été désignées par les intérêts occidentaux pour servir en quelque sorte de proxy dans le conflit de l'Occident contre la Russie. Ainsi, nous voyons que tout récemment, au cours des derniers jours, ils ont de nouveau tenté de renverser par la force le gouvernement élu de la Géorgie lors d'un coup d'État, parce qu'ils sont désespérés de pousser les Géorgiens à ouvrir un second front contre la Russie. Et nous voyons aussi qu'il y a eu de toute évidence une forte manipulation électorale ces dernières semaines en Moldavie, afin de s'assurer que le parti de Maia Sandu, fidèle à Bruxelles et à Londres, reste au pouvoir dans le but d'utiliser la Moldavie dans leur conflit contre la Russie. Et je pense que, comme la guerre en Ukraine est perdue, elle se poursuit, mais à ce stade, je pense qu'il n'y a aucun moyen pour eux d'inverser la défaite de l'Ukraine. Ils se préparent déjà à lancer le reste de l'Europe dans une guerre contre la Russie. Pour cela, ils auront besoin de temps, vous savez. Mais pendant ce temps, ils veulent créer une crise économique dans laquelle ils pourraient mobiliser la population européenne et la faire consentir à cette guerre. C'est donc mon soupçon. Il y a aussi l'explication selon laquelle les Américains veulent simplement marginaliser l'Europe pour en tirer un avantage concurrentiel, peut-être s'emparer des meilleurs talents et des entreprises les plus compétitives et transférer leur capacité de production aux États-Unis. Une partie de cela est certainement vrai, mais il se peut que les Américains sous Trump profitent simplement d'un processus déjà en cours afin d'en tirer un avantage pour eux-mêmes. Oui, cet effort pour tirer parti des Européens. J'ai récemment parlé à un ambassadeur américain qui faisait remarquer que, dans les années 1990 ou 2000, il guettait la moindre erreur commise par les Européens afin de pouvoir reprendre des contrats d'armement dans d'autres régions du monde. Et vous savez, c'est très stratégique. On ne peut pas vraiment leur en vouloir, car ils défendent leurs propres intérêts nationaux. Et encore une fois, nous sommes des concurrents. On coopère, mais on est aussi en compétition. Je pense que les Européens se sont trop laissés séduire par l'idée que parce que nous sommes alliés, nos intérêts coïncideraient toujours parfaitement. Mais quoi qu'il en soit, ces efforts pour cannibaliser les industries et les marchés européens semblent s'être beaucoup intensifiés. Et je pense surtout à la destruction de Nord Stream, un sujet dont nous ne devrions jamais parler en Europe parce que nous ne voulions pas trouver les réponses à nos questions, mais aussi à ce qui a suivi. Je pense à l'Inflation Reduction Act, à toutes ces subventions offertes aux entreprises européennes qui ne sont plus compétitives, les incitant à délocaliser leur production aux États-Unis. Il en va de même pour les individus, pour les travailleurs. Je veux dire, ce n'est pas un hasard. Ils pillent l'Europe. Et pourtant, plus on se fait piller, plus on semble incapable de vivre sans les États-Unis, et plus on est prêt à se soumettre.
C'est assez déroutant de voir le manque de volonté des Européens à défendre leurs propres intérêts nationaux et à simplement continuer de s'incliner devant les États-Unis. Eh bien, je pense que, vous savez, il y a une réelle volonté en Europe, mais tous les dirigeants potentiels et tous les partis désireux de changer de cap de cette manière ont été marginalisés, relégués au second plan, afin de maintenir ce front uni des puissances occidentales dans leur quête de domination mondiale. C'est bien de cela qu'il s'agit. Et vous savez, la guerre par procuration contre la Russie n'est qu'une bataille dans cette quête. Et parce que, vous savez, la Russie est peut-être le principal obstacle à la réalisation de leurs aspirations, ils doivent abattre la Russie, changer son régime, la partitionner, probablement la balkaniser, afin de pouvoir ensuite s'en prendre à la Chine. Et donc, s'ils parviennent à détruire la Russie, puis à détruire la Chine à leur tour, alors, selon eux, ils seront en mesure de dominer le continent eurasiatique, qui est, vous savez, la plus grande concentration de population, de PIB et de richesses naturelles, et ainsi de suite. Et ensuite, ils dirigeraient le monde. C'est l'ancienne, vous savez, recette macindérienne. Mais vous savez, ils ne sont pas assez puissants militairement pour affronter ni la Russie, ni la Chine, ni l'Iran d'ailleurs. Ils essayent donc de jouer à ces jeux subtils, consistant à imposer des guerres par procuration pour affaiblir leurs nations cibles, afin de renverser les gouvernements en place et de les remplacer par, vous savez, quelqu'un comme Zelensky ou quelqu'un comme Boris Eltsine dans les années 1990, puis de prendre le contrôle de ces gouvernements. Je pense que l'idée est que s'ils parviennent à faire cela en Russie, ils utiliseraient ensuite la Russie contre la Chine, de la même manière qu'ils ont utilisé l'Ukraine contre la Russie. Je pense que c'est leur objectif ultime, et qu'ils n'ont pas de plan B. Il n'y a aucun plan pour réformer le système bancaire, pour réformer les économies, afin de servir la personne ordinaire dans la rue, pour développer les infrastructures et les économies de l'intérieur, et pour élever le niveau de prospérité. Dans le monde occidental, je pense que tout cela vise un seul et même objectif. En fait, ce que je viens de vous décrire correspond presque exactement à ce qu'Alfred Mackinder a formulé au début du XXe siècle, à savoir entourer la Russie d'un arc de crise, puis imposer ces guerres par procuration, où les pays occidentaux pourraient fournir aux supplétifs des troupes, des armements, des vivres et des munitions afin de mener ces guerres sans fin destinées à affaiblir leurs cibles. Et c'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a aucune intention de changer ce modèle. En revanche, je crois que la Russie, la Chine, l'Iran et de plus en plus d'autres nations commencent à comprendre quel est le jeu, quel est l'objectif. Et cela, en même temps, les pousse presque à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à s'isoler complètement et à priver de toute influence ces intérêts occidentaux obsédés depuis des siècles, et non des décennies, par la domination de l'Eurasie et la destruction de la Russie. Cela dure depuis très très longtemps. Je pense donc que même lorsque la guerre en Ukraine prendra fin, les guerres sous d'autres formes continueront. Et peut-être que l'aspect le plus intéressant de tout cela est la relation entre les États-Unis et l'Europe, car c'est en Europe que se trouvent toutes ces oligarchies financières. Les oligarchies du prêt d'argent, qui sont les véritables instigatrices de cette stratégie de guerre permanente. Et je pense que si les États-Unis sont de leur côté, alors ils ont une chance de l'emporter. Ils sont viables, non? Oui. Alors que si les États-Unis se retournent et rejoignent les intégrations multipolaires, s'associent à la Russie et à la Chine comme partenaires, alors ils sont perdus. Et je pense que, depuis 100 ans, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale,
Ils se sont ancrés si profondément dans cette relation avec les États-Unis qu'ils sont devenus très complaisants. Ils n'ont pas envisagé la possibilité que les États-Unis puissent dire « bon, ça suffit, cela ne sert plus nos intérêts ». Et vous savez, les États-Unis sont restés en Afghanistan pendant 20 ans. L'Afghanistan est très important sur le plan stratégique dans ce cadre, vous savez, de la géopolitique britannique. Alors vous savez, les stratèges militaires américains affirment que l'Afghanistan n'est absolument pas une position stratégique pour eux. Pourquoi y sommes-nous? C'est pourquoi, même lorsque Trump n'a pas réussi à se retirer d'Afghanistan parce qu'il a été saboté dans cet effort, l'administration Biden l'a finalement fait, car il n'y a pas de consensus sur l'importance de conserver l'Afghanistan. Même chose avec Israël. Israël n'est pas stratégique pour les États-Unis, et ils l'avaient déjà compris en 2012, lorsque le gouvernement a commandé une vaste étude à toutes les agences de renseignement qui sont parvenues à la même conclusion. Les intérêts d'Israël sont en réalité opposés à ceux des États-Unis. Ils sont donc prêts à abandonner celui-là aussi. Et les Européens n'ont tout simplement pas, ils ne se sont pas rendus autonomes. Ils ne se sont pas rendus puissants de manière indépendante. Donc même si les États-Unis les abandonnaient, ils auraient leur propre, disons, stratégie géopolitique locale. Mais ils n'en ont tout simplement pas. Je pense donc que nous en sommes à un point où un vide de pouvoir va apparaître sur le continent européen. Et la seule force politique alternative ayant une chance crédible de combler ce vide, ce sont les mouvements souverainistes que nous voyons émerger en Hongrie, en Slovaquie, en République tchèque, en Pologne, en Roumanie. Et en fin de compte, ce sera aussi le cas de la France, de l'Allemagne et de l'Italie. Je suis d'accord avec cela. Je pense que le problème pour les Européens, c'est qu'ils se sont toujours appuyés sur la diplomatie économique, ce qui leur a donné une supériorité pendant des siècles, en utilisant la puissance économique pour affaiblir des adversaires clés. Mais lorsque cela échoue, cela se transforme généralement en puissance militaire, ce qui est bien sûr ce que nous observons aujourd'hui. Vous avez soutenu que les pays prennent conscience du jeu. Les Chinois, les Iraniens, les Indiens également. Mais c'est pour cela que c'est un peu différent cette fois, n'est-ce pas? Parce que dans un système multipolaire, ils n'ont plus vraiment les mêmes cartes à jouer. En effet, il y a le diplomate singapourien Kishore Mahbubani, qui a ensuite présidé le Conseil de sécurité de l'ONU. Il a souligné que la grande majorité du monde, c'est-à-dire le monde en dehors de l'OTAN, où 85% de la population mondiale vivent dans des pays qui n'ont pas imposé de sanctions à la Russie, ne soutient pas nécessairement l'invasion de l'Ukraine, mais la perçoit pour ce qu'elle est. Une guerre visant à briser et détruire le système multipolaire émergent et à restaurer l'unipolarité. Et il disait que le reste du monde ne veut pas revenir au 90. Comme je l'ai dit, il faut briser les Russes, puis s'en prendre aux Chinois. Ils accueillent favorablement cette multipolarité, c'est pourquoi ils ne veulent pas aider l'Occident dans cette guerre par procuration visant à affaiblir la Russie. Mais comment voyez-vous l'épuisement de la diplomatie économique en Europe? Nous ne semblons plus disposer des mêmes outils qu'autrefois. Et à chaque instrument économique que nous utilisons contre les Russes, il semble qu'ils apprennent à se découpler davantage et à vivre sans nous, ce qui affaiblit encore ces instruments de coercition économique. Eh bien, vous savez, je pense que d'une certaine manière, nous sommes dans une meilleure position qu'auparavant, car à l'époque, le monde était vraiment centré sur l'Occident, eurocentré, puis bien sûr, après la Seconde Guerre mondiale, centré sur les États-Unis. Il n'y avait pas d'alternative.
La seule alternative consistait à faire comme la Corée du Nord, à devenir un monde d'autarcie. Aujourd'hui, nous avons un choix, et ce choix est de rejoindre les intégrations multipolaires, de rejoindre les BRICS, de rejoindre les structures de sécurité russo-chinoises comme l'OCS, et c'est un bien meilleur choix que de devenir une Cuba ou une Corée du Nord. Cela nous place dans une meilleure position, mais cela nécessitera des structures de gouvernance différentes, c'est-à-dire des partis de gouvernement différents. Des gouvernements souverainistes doivent arriver au pouvoir, ce qui se produit progressivement. Et je pense qu'il s'agit d'une vague qu'il sera très difficile d'inverser, sauf par un autoritarisme et une tyrannie extrêmement brutaux dans les nations européennes. Je ne sais pas dans quelle mesure elles sont prêtes à cela, car nous voyons déjà cette tyrannie émerger en Grande-Bretagne. Mais après de nombreuses décennies à prêcher la liberté, la démocratie, les droits de l'homme et la liberté d'expression, cette idéologie rencontre une résistance très forte. Et disons que lorsque les crises économiques à venir frapperont de plein fouet, et je pense que nous pourrions voir des niveaux d'inflation très élevés, les gens perdront rapidement leur prospérité et leur niveau de vie chutera de façon spectaculaire. Alors la pression sur la structure gouvernementale actuelle augmentera d'autant plus. Et ensuite, le choix sera de céder à la pression publique ou de répondre par une répression extrêmement brutale. Ils s'y préparent. Les identités numériques, les monnaies numériques de banques centrales, tous ces mécanismes qu'ils essayent de mettre en place sont précisément une préparation à cette répression autoritaire. Mais peut-être qu'ils arrivent trop tard. Et moi, vous savez, en ce qui concerne l'introduction des MNBC en Europe, je prête attention aux responsables, à Christine Lagarde, la présidente de la BCE, lorsqu'ils prononcent leurs discours et font leurs annonces. Et il y a une impression très nette qu'ils ne sont pas du tout sûrs d'eux dans ce qu'ils font. Je pense donc qu'il y a de fortes chances que l'ensemble du projet européen se désintègre. Et encore une fois, vous savez, ce vide de pouvoir sera très probablement comblé par des partis souverainistes. Je pense que les dominos commenceront très rapidement à tomber dans le sens de l'établissement de relations amicales avec la Chine, avec la Russie, avec les pays des BRICS. Je pense que de plus en plus de pays vont demander à rejoindre les BRICS, à rejoindre l'Organisation de coopération de Shanghai, à abandonner l'OTAN. Ce processus est donc clairement devant nous. Et cela introduira également de nouveaux modèles économiques. Car en somme, ce que nous avons aujourd'hui dans le monde, c'est une concurrence entre deux modèles de gouvernance économique. L'un d'eux est le système britannique de libre-échange, et l'autre est ce qu'on appelle le système américain d'économie politique. Bien que, pour autant que je sache, la première formulation explicite de ce système ait été rédigée par Friedrich List, qui fut l'architecte du miracle économique allemand dans la seconde moitié du XIXe siècle, un phénomène absolument spectaculaire, très efficace et couronné de succès. Nous n'avons donc même pas besoin de réinventer la roue. C'est un modèle connu. J'ai étudié l'économie, et ce modèle a été soigneusement effacé de nos programmes d'enseignement économique. Mais vous savez, Internet a redonné vie à toutes ces idées, et elles sont aujourd'hui largement débattues. Ce système a été appliqué en Allemagne dans la seconde moitié du XIXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, il a été appliqué en Chine, et il l'a également été aux États-Unis. C'est un système bien meilleur que ce système d'échange libre britannique, exploiteur et spéculatif. Et donc je pense que ce changement va aussi nous atteindre. Bien sûr, les personnes qui ont été privilégiées dans l'ordre établi après la Seconde Guerre mondiale ne vont pas simplement abandonner en silence. Il y aura donc des conflits,
et cela pourrait prendre la forme de révolution ou même de guerre civile. Mais cela viendra inévitablement, car le système dans lequel nous vivons aujourd'hui est insoutenable, il l'est vraiment, et il est mathématiquement certain qu'il s'effondrera. Même en l'absence de concurrence, il s'effondrera. Et je pense qu'aujourd'hui déjà, nous voyons se dessiner une sorte de guerre civile larvée, où selon moi, l'administration Trump souhaite abandonner le système britannique de libre-échange au profit de ce système américain d'économie politique. Et nous voyons que l'administration est de plus en plus violemment attaquée par des forces réactionnaires. Ainsi, Trump fait l'objet de critiques très sévères pour avoir restreint les libertés civiles et les institutions démocratiques et pour avoir déployé la garde nationale dans différentes villes des États-Unis. Mais je pense que cela fait partie du même conflit. Et pour ma part, je dois dire que j'ai passé la majeure partie de ma vie à vivre dans des systèmes non démocratiques. J'ai grandi, les 20 premières années de ma vie, je les ai passées dans un système communiste à parti unique dans l'ex-Yougoslavie. Et depuis 30 ans, je vis dans la principauté de Monaco, qui n'est plus non plus une démocratie. Et je peux témoigner que ces systèmes dits autoritaires ou non démocratiques sont en réalité meilleurs pour les gens ordinaires. Eh bien, vous avez mentionné Friedrich List, et c'est intéressant, car toute sa thèse était que les Britanniques, au XIXe siècle, menaient une économie politique impérialiste à travers ce système économique international libéral. Il opposait cela aux États-Unis, dont il affirmait qu'ils poursuivaient un système économique fondé sur la souveraineté nationale, grâce à leurs corridors de transport, leurs bases manufacturières et leurs banques nationales. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est aujourd'hui presque considéré comme une figure périphérique, quelqu'un qu'on ne parvient plus vraiment à intégrer dans les manuels d'économie. C'est assez étrange, car il s'appuyait sur les idées d'Alexander Hamilton et sur le système américain qu'ils avaient utilisé pour garantir leur souveraineté politique face au gouvernement britannique. Et beaucoup de ces idées ont été adoptées non seulement dans son pays d'origine, l'Allemagne, mais aussi en France. On le voit également là-bas. Ils avaient même envoyé des conseillers directement au Japon, et tous ces pays ont prospéré. Puis, à la fin du XIXe siècle, en Russie aussi, ces idées ont été développées par le ministre des Finances Sergueï Witte, suivant les principes de Friedrich List. Ainsi, je souligne souvent que c'est le modèle économique que la Chine poursuit aujourd'hui. Je veux dire, c'est très proche du système américain. On l'appelle démocratie dirigée, capitalisme dirigé et toutes sortes de termes péjoratifs. Mais c'est en réalité le type de nationalisme économique que Friedrich List défendait, celui que les États-Unis ont utilisé pour acquérir leur indépendance économique vis-à-vis des Britanniques. Je viens de poser ma dernière question. Elle portait sur les raisons pour lesquelles, selon vous, les Européens de l'Est semblent mener la révolte contre la guerre et aussi contre l'Union européenne. De la France à l'Allemagne, il y a, je dirais, une répression très sévère contre la principale opposition politique. En Europe de l'Est, la révolte principale semble être menée par la Hongrie, qui ne veut pas poursuivre cette guerre. Elle proteste à la fois contre l'idéologie et contre la prise de pouvoir de l'UE. La Slovaquie a rejoint ses rangs. En dehors de l'UE, la Serbie refuse également. Si la Roumanie avait pu avoir le dirigeant pour lequel elle a voté, elle aurait probablement rejoint ce groupe aussi. Et la Moldavie, également en dehors de lui, si ces élections étaient libres, chercherait probablement une autre voie, elle aussi. Comme vous l'avez mentionné plus tôt, en Géorgie, le Premier ministre et le Président affirment que l'Occident essaie de les forcer à devenir un second front contre la Russie et à renverser leur gouvernement. Je ne mettrai pas la Pologne dans cette catégorie,
Leur président semble être d'un autre type que le précédent. Mais le dernier exemple serait la République tchèque, qui vient d'organiser des élections et a maintenant un nouveau Premier ministre, Babiš, qui conduira probablement le pays dans une direction plus proche de la Hongrie et de la Slovaquie. Pourquoi cela? Pourquoi ce sont les Européens de l'Est qui semblent mener cette opposition à l'Union européenne? Eh bien, je dois un peu spéculer, mais je suis qualifié dans le sens où j'ai grandi dans ce système d'Europe de l'Est. Et aussi, vous savez, puisque vous mentionnez tous ces pays, il faut également noter qu'en Allemagne, la principale base de pouvoir de l'AfD se trouve en Allemagne de l'Est, qui était autrefois sous le communisme, n'est-ce pas? Je pense que la raison en est que nous avons connu les deux systèmes. Nous avons vécu la vie et la société sous le système communiste, puis nous avons traversé la transition vers les démocraties occidentales, appelons-les libérales, avec le capitalisme de libre marché. Et je pense que le résultat, c'est que beaucoup de gens ne sont pas vraiment impressionnés. Je ne suis pas vraiment impressionné, vous savez, par les démocraties libérales occidentales et le capitalisme de libre marché. Et si vous avez vu les deux systèmes, vous êtes alors beaucoup moins impressionné par celui qu'on essaye de vous vendre. Je pense qu'en Occident, depuis des générations, les gens n'ont vécu que dans un seul système, et ils ont été conditionnés à croire que c'est le meilleur système possible. Donc surtout, ne faites pas de vagues, car les choses ne peuvent qu'empirer à partir de là. Je pense qu'ils sont plus enclins à rester loyaux envers les structures de la société et les institutions gouvernementales telles qu'elles existent, en essayant peut-être de les améliorer légèrement à l'intérieur des structures de gouvernance existantes. Un autre domaine dans lequel je pense que les Européens de l'Est ont un avantage, c'est que nous nous sommes beaucoup habitués à l'idée que nos médias nous mentent. Nous ne nous attendons pas à lire la vérité dans les journaux, ni à l'entendre à la télévision ou à la radio. Nous savons qu'ils nous mentent. Et je pense que les populations occidentales n'en sont arrivées à ces conclusions que très tard, peut-être depuis 2020, vous savez, après certains événements cette année-là, lorsque les gens ont commencé à douter que leurs journalistes, rédacteurs, en chef et éditeurs soient réellement les porteurs de vérité qu'ils prétendent être. Ils ont commencé à voir que ces personnes travaillent en réalité, de manière dissimulée, pour les structures de gouvernance de leur nation, qu'elles leur mentent en fait. Je pense donc que les peuples d'Europe de l'Est sont moins attachés à ces systèmes occidentaux, à leurs idéaux et à leurs valeurs proclamées. Ils sont bien plus enclins à tout balayer, tourner la page et changer de cap. Je me souviens souvent d'un chapitre du deuxième volume de la démocratie en Amérique, d'Alexis de Tocqueville. Il était parti de France pour les États-Unis au début du XIXe siècle afin d'explorer la liberté et de voir si elle pouvait être ramenée en France. Eh bien, il y a un chapitre intitulé « Despotisme démocratique » dans lequel il soutient que la forme d'autoritarisme qui apparaîtrait dans les démocraties aurait un aspect un peu différent. Car nous partons du principe que nos gouvernements nous représentent. Ainsi, s'ils font quelque chose de mal, de fou, ou deviennent trop autoritaires, eh bien, nous les avons élus. C'est en quelque sorte notre faute, mais nous pouvons les remplacer par le vote. Tout cela empêche toute véritable opposition ou colère de s'accumuler, ce qui permet aux choses d'aller beaucoup plus loin qu'elles ne le feraient autrement. Et c'est un chapitre fascinant, car lorsque je le lis, oui, il date de 200 ans. On peut encore y reconnaître beaucoup de traits présents dans la société d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et aussi, tu sais, la liberté est présentée au public occidental d'une manière très sophistiquée.
Quand l'ex-Yougoslavie était encore communiste, j'ai participé à un programme d'échange étudiant et je suis allé aux États-Unis. Et je peux te dire que, quand je suis arrivé là-bas, les Américains me demandaient toujours « Ah, qu'est-ce que ça te fait d'être maintenant dans le monde libre? N'est-ce pas le pays le plus libre qui ait jamais existé? N'est-ce pas fantastique ?» Et tu sais, je ne l'ai jamais ressenti ainsi. En réalité, je me sentais beaucoup moins libre aux États-Unis. Mais dans leur culture, ils ont cette tendance à toujours affirmer « Oh, nous sommes tellement libres ». Nous sommes le peuple le plus libre qui ait jamais existé. Même sans autre point de comparaison, c'est simplement l'un de ces mantras solides qui forment la base culturelle de toute la société. Vous savez, nous sommes libres. C'est comme ça, tout simplement. Et ils n'ont jamais vécu ailleurs. Mais ils savent avec certitude que dans d'autres pays, les gens sont beaucoup moins libres et que tout le monde veut venir aux États-Unis pour être libre. Non. Les gens veulent immigrer aux États-Unis pour gagner de l'argent, pour tenter leur chance avec le rêve américain, pas pour les libertés. C'était clair pour moi, à 17 ans, quand je venais tout juste d'arriver aux États-Unis depuis le monde communiste. Il semble que la liberté et la démocratie soient devenues une identité. Il s'agit de qui nous sommes, pas de ce que nous faisons. Dans la littérature, on appelle cela le fondamentalisme idéologique, lorsque tout est jugé à travers le prisme de l'identité. Ainsi, nous pouvons essayer de renverser le gouvernement en Géorgie, nous pouvons truquer les élections en Moldavie, mais cela s'appelle toujours la démocratie, parce que cela garantit que ces pays finissent dans notre camp. Nous sommes la liberté. Nous sommes la démocratie. Mais s'ils s'alignent avec des autoritaires, alors la démocratie serait soi-disant terminée. Donc, vous avez ces politiciens allemands qui, dans une partie d'une phrase, peuvent appeler à interdire le plus grand parti d'opposition en Allemagne. Et dans la partie suivante, condamner d'autres pays parce qu'ils n'ont pas assez de défilés LGBT ou quelque chose du genre. Ils ne voient pas la contradiction, parce que oui, encore une fois, c'est devenu leur identité. Oui, avez-vous une dernière réflexion avant que nous terminions? Eh bien, vous savez, je trouve cela extrêmement fascinant, car il s'agit en réalité de questions psychologiques. On peut presque persuader les gens de n'importe quoi, et il leur est très difficile d'abandonner des croyances anciennes et profondément enracinées, même lorsqu'ils sont confrontés à des preuves claires que ces croyances ne fonctionnent pas. Je suis les médias britanniques, et il m'arrive de regarder des débats, des discussions et des interviews sur JB News et d'autres chaînes britanniques, disons, semi-libres. Ils continuent d'affirmer qu'ils bénéficient d'un niveau très large et enviable de liberté d'expression au Royaume-Uni, malgré le fait qu'environ 30 personnes par jour sont emprisonnées, y compris des enfants, pour des publications sur les réseaux sociaux. Des gens reçoivent des coups à la porte à 2 heures du matin pour expliquer pourquoi ils ont aimé ou repartagé quelque chose en ligne. Et, vous savez, cela entre dans cette catégorie de choses comme les slogans du type « Les vaccins sont sûrs et efficaces ». Cela n'a jamais vraiment été remis en question avant 2020, même si des preuves que ce slogan n'est pas vrai existent depuis des décennies. Mais les gens ont simplement choisi de l'accepter, d'y croire et de suivre le mouvement. Je pense que rien ne change tant que quelque chose ne commence pas à piquer et à faire mal. C'est seulement à ce moment-là qu'on commence à remettre les choses en question. Ainsi, lorsque nous avons eu la pandémie, beaucoup de gens ont commencé à remettre en question ce mantra, ce slogan. Et maintenant, quand des personnes sont jetées en prison pour avoir porté le mauvais type de t-shirt ou aimé la mauvaise publication, elles commencent à remettre en question tout le concept de liberté et de liberté d'expression. Et donc, je pense que nous sommes peut-être engagés dans un processus qui sera long, mais qui néanmoins s'est irréversiblement mis en marche.
Je pense que même en Europe occidentale et aux États-Unis, les gens commencent à se demander, sommes-nous vraiment libres? Notre monde est-il vraiment meilleur que, disons, la Chine ou la Russie? Nos valeurs sont-elles supérieures à celles d'autres cultures et civilisations? Mais je pense qu'en fin de compte, c'est une bonne chose, car en général, lorsque les gens ouvrent les yeux et regardent la vérité avec honnêteté, ils peuvent mieux évaluer où ils en sont et prendre de meilleures décisions sur la direction qu'ils veulent prendre à partir de là. Et je pense que ce processus prend vraiment de l'ampleur aujourd'hui en Occident, et je doute fort qu'il soit possible de l'arrêter ou de l'inverser par la force. Eh bien, avant de partir, où les gens peuvent-ils te trouver? Tu es très actif, tu écris des livres, tu tiens un blog, tu donnes des interviews, on dirait, presque tous les jours. Alors, quel est le meilleur endroit pour que les gens puissent suivre ton travail? Eh bien, j'ai 2 publications sur Substack. L'une est une lettre d'information quotidienne sur les marchés destinée aux investisseurs et aux traders, intitulée iSystem Trend Compass. J'ai également une publication personnelle où je publie de temps en temps, généralement des articles plus approfondis et travaillés, sur le Substack d'Alex Kreiner. Je suis aussi actif sur X, mon identifiant est @NakedHedgie. Ce sont donc sur Titty-Soara où l'on partage un tour, l'on peut me trouver. Excellent. Eh bien, merci d'avoir pris le temps, malgré votre emploi du temps chargé, et continuez votre bon travail. Excellent. Merci Glenn, à vous aussi, merci de m'avoir invité et chaleureuse salutation à tout votre public.